Alors, euh, donc, on dit que c'est un séminaire. Donc, le séminaire, je voudrais dire que c'est une participation euh, on dit inclusive. Les échanges qu'on va avoir, ça nous permettra en fait de nous amener nous-mêmes à faire attention en fait, à ce qui nous entoure. Vous voyez qu'il pleut beaucoup. Donc, il y a les conséquences de tout cela en fait dans la zone côtière. Et cette conséquence, là, il y a 2 semaines de cela, les gens en parlaient à Grand Bassam. Grand Bassam est inondé. Pourquoi c'est inondé? Donc, vraiment, c'est cette gestion-là qui peut nous amener vraiment à atténuer, je dis bien atténuer tout ce qui peut être comme phénomène d'inondation, de submersion, d'érosion. Voilà. On ne peut pas arrêter tous ces phénomènes à ça pour lesquels on se. Voilà. Mais les États-Unis n'ont pas pu, n'arrivent pas en fait à trouver une solution pour arrêter tout ce qui est ouragan. Et puis atténuer, pour ne pas qu'il y ait trop d'impact. Donc la gestion intégrée de la zone côtière, vraiment c'est dans cet optique quoi, pour ne pas que la zone côtière soit plus dégradée. Voilà. En sorte que, plus en même temps, puisqu'on sait que dans cette zone-là, c'est nous tirons en fait notre économie. Voilà, l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on dit c'est le café cacao, mais toute l'industrie en fait qui transforme du cacao, qui vraiment produit tout ce qui est produit manufacturé, sont dans la zone côtière, 90%. Les industries sont dans la zone côtière. Vous voyez que c'est vraiment une zone qui est stratégique à cause de quoi la présence de l'eau. C'est vraiment stratégique. Donc, on va donc voir qu'est-ce qui est, comment il faut intégrer, prendre en compte en fait les préoccupations des uns des autres pour arriver à une gestion intégrée. Voilà. Donc, pour commencer, je vais peut-être vous demander, quand on dit gestion intégrée, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? On dit gestion intégrée, à quoi est-ce que ça vous fait penser? D'abord, la gestion, pour vous, c'est quoi? Moi, toutes les méthodes qu'on utilise pour protéger un environnement en rapport avec la gestion côtière. Si moi je te dis, par exemple, tu fais une bonne gestion de ton argent, qu'est-ce que cela veut dire? Tu dis, par exemple, ah, tu fais une bonne gestion de ton argent, hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu fais une bonne planification. Une bonne planification. Donc, déjà, dans la gestion, il y a la planification. Ensuite, la protection aussi. La protection. Il y a la protection. Il y a l'entretien. Et puis, c'est bon? Ça va? Donc, dans planification, dans la planification, en fait, on prend tout en compte. Protection, l'entretien, veiller à ce que j'ai actuellement là me suffise. Mais penser à plus tard. C'est ça, parce que c'est ça la gestion. Comme je dis, faire une planification, c'est déjà tenir compte de ce qu'on a. Et puis, faire une projection. Faire une projection. En fait, c'est ça. Donc, quand je dis, je gère mon argent, mais je ne sais pas dépenser tout mon argent maintenant. Je ne dépense pas mon argent. Je pense ce qui est nécessaire maintenant, mais je pense à mettre de côté pour plus tard. Je fais l'économie. Voilà, j'ai économisé au moins pour que je puisse réaliser quelque chose plus tard. Donc, c'est une planification. Et donc, dans la planification, je prends soin de protéger, de protéger ce que j'ai, pour que plus tard, je puisse en profiter. C'est ça. Donc, dans la gestion déjà, vous voyez que c'est une planification qui est là. Donc, et on dit planification, gestion intégrée. Pourquoi intégrer? Si vous avez compris ça, là, c'est que vous avez compris le coup. Pourquoi intégrer? Moi, intégrer parce que c'est mieux seulement à notre zone. Intégrer, c'est limite à la zone. Il dit intégrer pour lui, ça c'est limite à une zone. C'est-à-dire que c'est une zone, en fait, qui est déjà délimitée. C'est ce que lui pense. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faudrait que je vous connais des visages, mais pas de nom. Donc, si en même temps, si on peut vous présenter le nom, le prénom, et que là, comme ça, là, je vais mettre le nom sur le visage.
Monsieur, moi, c'est Koulibaly qui me pose des questions. Ok, la dernière fois, tu étais là, non? Oui, oui. Tu étais là? Et vous m'avez pris en discussion STL. STLM. Ah, d'accord. Koulibaly. Moi, c'est Yamile Enoch. Enoch. Ah, c'est donc Enoch. J'entends, mais bon, je vois le visage, mais je ne sais pas. Et l'autre là, c'est qui? Kofi Vide. Kofi Vide. Ah, d'accord, c'est lui qui est de l'autre côté. D'accord. Hein, Koulibaly, qu'est-ce que tu comptes intégrer? Lui, il dit, pour lui, intégrer, c'est qu'on tient compte, en fait, du fait qu'on applique la gestion sur l'espace qui est limité, qui est délimité. Qu'est-ce que tu entends par intégrer? Monsieur, j'entends par intégrer. Monsieur, c'est la gestion appliquée à tout ce qui est zone côtière. Bon, tout ce qui est zone côtière, c'est tout ce qui toutes les activités liées à la zone côtière. Toutes les activités liées à la zone côtière. Toute l'activité liée à la zone côtière. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute l'activité, est-ce que ces activités-là sont exécutées ou bien mises en œuvre par une seule entité? Non, non, c'est pas une seule entité. Bon, je veux dire, quand je dis les activités, par exemple, les activités au port. Ok, voilà. Quelles sont les activités qu'on réalise en fait dans la zone côtière? Ce sont des activités qui se font dans la zone côtière. Bon, il y a la protection lorsqu'il y a un problème environnemental. Il y a des activités qu'on réalise. Quelles sont les activités? Bon, tu vas commencer à dire là. Oui, il y avait les activités. Tu portière, ok. Ensuite, tourisme balnéaire et tout encore. Il y a la pêche. Il y a la pêche. Et encore quoi? Il y a les stations de pétrole. Les stations de pétrole, il y a donc les stations minéraires, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans le côté. Donc vous voyez que en fait, les activités là, ce n'est pas une structure, une seule entité qui le fait. Donc, c'est plusieurs en même temps. Le port, c'est dans le cadre du ministère des Transports. Le port, c'est le ministère des Transports. Le tourisme, le dit, balnéaire, c'est le ministère du Tourisme. Les mines, par exemple, c'est le ministère même des mines, de la géologie. L'exploitation pétrolière, c'est le ministère de l'énergie et du pétrole. Vous voyez qu'il y a plusieurs structures qui opèrent dans la zone. On dit gestion intégrée. Vous voyez que c'est le fait de prendre en compte ces activités-là qui sont réalisées par plusieurs entités. Donc, on intègre en fait les activités dans la planification. On intègre dans la planification. Pourquoi? Parce que chaque activité qu'une entité mène peut impacter l'autre. Donc, du coup, si on ne prend pas en compte ça, son activité, en se disant, toi, comme on dit, il y a un adage qui dit, on dit là où commence la liberté de l'autre, c'est là que ça s'arrête, c'est pas quoi là, je sais pas comment on dit ça. Voilà. C'est-à-dire que là où toi, tes activités commencent et là où ça s'arrête, l'autre est capable de pouvoir continuer. Parce que là, tu ne peux pas aller au-delà de ce que toi, tu es capable de faire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'intégré. C'est comme vous voyez les engrenages là. Donc, c'est comme si ça transmet l'information au fur et à mesure. Quand il arrive à un niveau, il transmet l'information et puis de façon bien engrenage. C'est des choses qui s'enchaînent au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on dit intégré. La gestion donc, va prendre en compte toutes les entités, toutes les structures qui travaillent dans la zone côtière. Mais, comme on dit, si on se dit quoi? On doit intégrer toutes les structures qui travaillent ensemble de façon à travailler en synergie. Vous voyez que on n'arrête pas ou bien on ne freine pas l'activité de l'autre. On le laisse travailler dans son secteur, mais tout le temps en disant que toi, ce que tu fais, voilà comment tu dois le faire pour ne pas que cela impacte l'autre
et qu'en fin de compte, on arrive à avoir une bonne gestion de la zone. Donc, cela nécessite quoi? Une coordination. Parce que chacun travaille sans savoir qu'il y a un autre qui travaille aussi dans le même milieu. Donc, il faut avoir une coordination. Donc, c'est pour cela qu'on dit quand on fait une gestion intégrée, il faut forcément une coordination pour pouvoir donc arriver à, n'est-ce pas, permettre à chacun de travailler sans vraiment être... voilà. Donc, en fait, c'est ça donc la gestion intégrée. C'est une planification qui est faite en tenant compte des activités des uns et des autres. C'est ça. Parce que quand chacun sait qu'il y a telle structure qui travaille, et que moi, je dois faire en sorte que mes activités ne l'impactent pas, donc on va travailler en synergie. En synergie. Et puis on avance au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est vraiment, si vous avez compris ça, c'est que vous êtes capable de faire une bonne gestion. Donc, une gestion donc intégrée donc, de la zone côtière. Alors, donc, on va entrer donc dans les détails. Vraiment, c'est l'explication globale, hein, n'est-ce pas, de la gestion intégrée de la zone côtière. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence à prendre, c'est maintenant que ça commence à prendre en Côte d'Ivoire. Et dans la sous-région, c'est maintenant qu'on commence vraiment à mettre en place les bases de la gestion intégrée. Sinon, avant, bon, on s'en foutait, hein. C'est vrai qu'il y a des structures, l'université qui essaie donc de faire une gestion des risques côtiers avec l'érosion côtière où les gens essaient donc de voir quelle est la dynamique. Mais la gestion des risques côtiers est une partie de la gestion intégrée. Ouais, non? C'est une partie de la gestion intégrée. Parce que si on ne prend pas en compte les risques, on ne pourra pas aménager. Pour les risques, donc il faut gérer les risques. Quels sont les risques que nous avons? Comment est-ce que les risques en fait évoluent dans le temps, dans l'espace? Avant donc de dire, ok, d'accord, je vais aménager en tourisme, ou bien la pêche, ou bien construire un port, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça n'a pas été pris en compte, vous voyez que les gens construisent les ports. Et ces ports-là créent des problèmes en fait aux zones. Parce que c'est l'ouverture du canal de Védic qui a fermé l'embouche du fleuve Congo à Bassin. C'est l'ouverture du port qui a créé ça. Et donc, du coup, le débit du fleuve Congo a été dévié. Au lieu que ça sorte par son embouchure habituelle, naturelle, là, c'était dévié et qui a été dans la lagune de Brié pour sortir au niveau encore du canal de Védic. Donc, ça fait que le débit n'étant pas assez fort pour pousser les sédiments, afin que, pour maintenir en fait l'embouchure naturelle là. C'est ça en fait. Maintenant, il faut régler le problème. On ne peut pas fermer les ports. On fait quoi? Tout ça, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Donc, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des mesures d'adaptation. Non, pas l'adaptation au changement climatique et tout ça. Donc, pour prendre encore les mesures d'adaptation, il y a deux sortes de mesures d'adaptation. Il y a une mesure d'adaptation donc douce. On dit, comment on appelle ça? Il faut maintenant construire, tenir compte en fait de la nature. Et puis, il y a les mesures d'adaptation donc dures. Peut-être on va voir. C'est tout ce qui concerne donc les digues, on appelle ça, les digues, bien les épis. Les épis, ce sont là où vous voyez on construit voilà, un mur de façon perpendiculaire à la côte. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez voir ce qu'on est en train de construire à Bassam. Donc, on va regarder sur Google, vous allez voir. On construit donc un digue, on appelle digue d'arrêt du sable. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est d'arrêter tout ce qui est sable à droite, mais la conséquence, c'est qu'à gauche, là-bas, il va avoir des déficits complets. Donc, pour pouvoir gérer tout ça, il faut mettre en place un système de gestion des sédiments. Voilà que c'est vraiment tout un ensemble. Parce que quand on commence à créer une infrastructure à un endroit à donner, il faut se dire qu'on va donc créer un déficit à l'endroit B. Mais comment faire pour, n'est-ce pas, atténuer? Comme je l'ai dit, j'insiste encore, c'est atténuer, on ne peut pas
éradiquer. On ne peut pas empêcher l'érosion de fonctionner. L'érosion, déjà, c'est une... comme vous avez fait avec le texte émulé, c'est naturel. C'est naturel, on ne peut pas arrêter, c'est naturel. Maintenant, ce qui fait peur, c'est que depuis les changements climatiques, ça s'accélère en fait. C'est ça le problème. Sinon, le changement climatique, l'érosion est là, ça existe. Mais c'est le fait que il y a une accélération en fait de ces phénomènes. Il y a les phénomènes naturels qui sont devenus de plus en plus fréquents, vraiment fréquents et intenses surtout. Voilà, les plus sont voilà, intenses. Et puis, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est de ça dont les gens ont peur. Donc il faut vraiment trouver des solutions. Enfin, il y aura des c'est planté. Ah ah. Ok, je pense que. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, la planification, la gestion intégrée de la zone côtière et l'introduction, définition des principes, on va voir c'est quoi la zone côtière exactement, ainsi de suite, parce que la zone côtière telle que définie par la loi n'est pas, elle n'est pas claire. Ça, faut le dire, parce que on a du mal en fait à définir notre zone côtière. Sur le côté terrestre, non, la partie terrestre, on a du mal à définir. Mais parce qu'un pays, en fonction de ses priorités, en fonction de ce qu'il veut faire en fait de sa zone côtière, peut dire, moi, ma zone côtière va à 100 km dans la terre. Donc, à partir de la limite de base jusqu'à 100 km. C'est ce qu'un pays veut décider. Il y a un qui dit, bon, moi, je veux peut-être les limites des communes. Les communes qui sont en contact avec la mer, je prends les limites des communes. Là, je pense ça, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces communes, moi, je gère comme étant des éléments qui peuvent impacter la zone côtière. Donc, ou bien il y en a par exemple qui disent, bon, moi, je prends les limites du plateau continental, du plateau continental, ce qu'on appelle le bassin sédimentaire. Voilà. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement un peu le bassin sédimentaire que les gens ont pris en tenant compte de la route qu'on appelle la côtière. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que les villages ou bien les communes qui sont en amont n'ont pas d'intérêt. Parce que nous, par exemple, dans la gestion intégrée de la zone côtière, c'est comme nous avons fait quand on mettait en place le plan d'aménagement de gestion intégrée, on a tenu compte en fait de toutes les communes. Pour nous, c'est les communes en fait. Parce que une commune en fait qui est impactée, à un moment donné, on se dit quoi? Si moi, ma commune est impactée, et qu'il me faut en fait relocaliser la population qui est impactée dans ma commune, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un endroit dans ma commune qui n'est pas forcément au niveau de la côte, mais peut-être en amont. Donc, c'est pour cela que je dois tenir compte du fait que ceux qui sont impactés doivent pouvoir voir de l'espace en amont pour être relocalisés. Donc, c'était vraiment, on a tenu compte de ça, et c'est pour cela, à un moment donné, on a dit qu'il fallait créer ce qu'on appelle le réseau des communes du littoral. Donc, toutes les communes du littoral, quelle que soit toi ta superficie, on te prend en compte. Même à l'épée. Vous voyez qu'à l'épée n'a rien à voir avec chose, hein? Mais à l'épée, il y a une partie dans l'épée qui descend, vous allez voir, qui descend carrément entre le district d'Abidjan et comment on appelle ça, le sud Comoé, la région. Donc, vous avez dit quoi? S'il y a un problème, plus tard, à l'épée peut servir en fait de base pour ceux qui sont impactés. Donc, il faut prendre en compte Alep. Donc, Alep fait partie des communes littorales. Une partie d'Alep, comme une partie d'Alep fait partie des communes littorales, donc on se dit quoi? Que la commune fait partie de voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, ensuite, la gestion des zones côtières, on va donc définir un peu, puis voir quelles sont les limites. Et puis, un élément important, c'est que en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a commencé à faire pour être vraiment, pour tendre vers une gestion intégrée? Donc, un peu ce que la Côte d'Ivoire voilà, est en train de faire. Et puis, il y a un élément aussi important qui est soutenu par la gestion intégrée dans la zone côtière, mais bon, qui n'est pas
qui n'est pas pour. En fait, cette planification marine spatiale, elle fait quoi? Elle permet donc en fait de régler les conflits. Une planification marine spatiale. Par exemple, la planification marine spatiale, c'est en fait une gouvernance qui est plus liée en fait à l'océan, à la gestion de l'océan. Mais compte tenu du fait que l'océan, une partie donc de la zone côtière fait partie donc de la zone maritime, vous voyez qu'on est obligé donc de tenir compte du fait que la gestion intégrée, c'est à, n'est-ce pas, mettre en place la planification marine spatiale. Donc, par exemple, on va dire, on sait que le tourisme peut cohabiter avec la pêche. Mais pour ne pas que les deux, en fait, se chevauchent, on va donc déterminer des zones de pêche, les zones de tourisme. Parce que la pêche à la Seine, par exemple, les gens disent que la pêche à la Seine, qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que la Seine, ouais, c'est des filets que les gens lancent, et puis ils laissent jusqu'à un certain moment, et puis le filet donc va dériver jusqu'à un moment donné, et puis ils vont aller tirer le filet, quel que soit l'endroit où le filet se trouve. Donc, ça peut être devant un hôtel. Ou est-ce que c'est désagréable là? Vous tirez la scène devant un hôtel, huppé, et puis les gens. Attends. Donc, il faut vraiment faire en sorte que la pêche soit à un endroit, les hôtels à un endroit donné, ceux qui font le tourisme à un endroit donné, ceux qui font l'exploitation pétrolière à un endroit donné, pour ne pas qu'il y ait donc des conflits d'usage. C'est vraiment la planification marine spatiale. Mais là, ça demande des négociations intenses. Surtout la pêche, parce que la pêche, les gens de la pêche, eux, ils refusent d'être, n'est-ce pas, quadrillés à un endroit. Ils veulent vraiment qu'ils soient libres de faire la pêche partout dans les eaux. Non, ce n'est pas possible parce qu'il faut avoir des conflits. Donc, en fait, la planification marine spatiale, c'est vraiment à créer donc ces zones-là, n'est-ce pas, pour éviter donc les conflits d'usage. Voilà. Donc, dedans, vous allez voir, vous allez cliquer. Bon, j'ai mis juste un lien. Vous allez cliquer à l'intérieur et ça va envoyer sur une page où vous pouvez lire, n'est-ce pas, ce que c'est que la planification marine spatiale. Si vous voulez, je peux envoyer un document où j'essaie donc de faire, où j'ai parlé donc de la gestion intégrée de la zone côtière, la planification marine spatiale au service de l'économie bleue. Voilà, parce que l'économie bleue aussi s'appuie sur la gestion intégrée de la zone côtière, qui est une gouvernance de la zone côtière, et la planification marine spatiale, qui est une gouvernance en fait maritime, pour pouvoir donc appuyer la mise en place de l'économie bleue. Voilà, l'économie bleue, c'est tout ce qui est comme c'est travail, c'est tout ce qui est, comment je peux dire, tout ce qui est activité liée à la mer. Voilà, tout ce qui est lié à la mer, la pêche, le tourisme, en fait, tout ce qui est lié à la mer. L'exploitation pétrolière, tout. Alors, ça, je n'en ai pas besoin de l'expliquer. L'écosystème côtier, ses importances, on sait que c'est important parce que c'est des zones qui sont à interface entre mer et terre et qui englobe en fait tout ce qui peut être les estuaires, les marais, les salés, les vasières, les près de systèmes marins, les plages, les falaises. Donc, c'est des zones vraiment qui sont un peu sous des zones humides. Des zones humides. Voilà. Parce que quand vous voyez des zones où vous avez l'avancée de la mer, le recul. Quand la mer recule, ça laisse beaucoup de laisses. Et ces laisses-là sont importantes en fait pour les oiseaux. Vous voyez que ça devient un lieu d'habitation au fur et à mesure. Donc, vraiment, c'est des lieux qui sont très importants et qui jouent un rôle essentiel dans la recherche de l'environnement. Voilà. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une grande biodiversité marine et terrestre qui vit dans cet endroit. Et puis, il y a aussi tout ce qui est organismes marins, de nombreux mammifères marins. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent les baleines. Pourquoi les baleines? En Côte d'Ivoire, il y a les baleines. Il y a une année ou bien, je ne sais pas, il y a 2 ans. Voilà, une baleine qui a échoué, ainsi de suite, et tout ça. Il y a des baleines qui sont là. Alors,
vous allez souvent entendre parler du littoral, parler des zones côtières. Mais pourquoi les gens disent littoral, zone littorale, la zone côtière? Mais en réalité, c'est vrai que les gens vont essayer de donner, vous allez voir un peu des définitions un peu différentes, mais c'est toujours le même environnement. C'est le même environnement. En fait, c'est ça. Les gens ne font pas du littoral, zone côtière, mais c'est le même environnement. Ça ne change pas du tout. Donc, cela, moi, je préfère dire, comment on appelle ça, l'environnement côtier. Tout court, qui englobe à la fois ce que l'on dit, donc la zone littorale, ou bien zone côtière, l'environnement côtier. C'est l'environnement côtier. Voilà. Donc, ça, c'est la zone nord. Voilà, c'est la zone nord côtière qui est là. La zone côtière, et là, c'est ce qu'on appelle donc, c'est les eaux qui sont donc sous les, en dehors de ce qu'on va voir en détail hein, tout à l'heure, de façon, voilà. Donc, là où il y a la vie, les plantes, c'est là, ça reste la zone côtière. On va dire que c'est sur le plateau continental. C'est sur le plateau continental que se font de plus en plus en fait l'exploitation pétrolière. Mais au-delà, il faut avoir les moyens d'y arriver. Il faut avoir vraiment de bons moyens pour descendre à 3000 km de profondeur. Ce n'est pas de l'amusement. Alors, comme je l'ai dit, la définition en fait du littoral, c'est difficile. La définition, même exacte, est difficile, compte tenu des différents concepts qui lui sont accordés, notamment la géographie, la géomorphologie, l'océanographie, la biologie, hein, vraiment tout ce qui est juriste, tout ce qui est population, tout. Vraiment, c'est vraiment difficile à gérer. En droit comparé, le français lui dit quoi? Il définit le littoral comme étant une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection, de mise en valeur. Donc, lui dit, c'est une entité géographique, qui est spécifique, qui appelle une politique spécifique. Pour lui, c'est vraiment spécifique. C'est pourquoi on dit, on ne peut pas prendre la zone côtière comme étant une zone qui est identique aux autres zones. Aux zones terrestres ou bien s'ouvrir, quelque chose comme ça. C'est une zone qui, comme j'ai dit, qui est à cheval entre mer et terre. Donc, sa gestion va demander, comme les Français l'ont dit, une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. On ne va pas mettre en valeur cette zone-là comme on met en valeur une zone terrestre. C'est différent. Il faut tenir compte en fait de sa spécificité. Alors, à travers cette définition, le littoral va se présenter comme étant cette entité géographique hybride. C'est hybride, à la fois mer, terre, constitué essentiellement par le domaine côtier avec ses rivages, son estran et son plateau continental. Ses rivages, son estran et son plateau continental. Rivage, c'est ce qui est donc au-delà, ici. Estran, c'est là, cette partie-là. Maintenant, le continental, c'est OM. Donc, le rivage, c'est la terre ferme qui est dessus. Maintenant, comme on dit, l'estran, c'est la partie qu'on appelle la plage. Là. Voilà. Et puis ensuite, il y a le plateau continental quand on rentre dans l'eau au fur et à mesure. Donc, c'est la même chose. Ouais, en fait, la zone côtière, c'est pratiquement la même définition. Il paraît que l'environnement côtier ne peut être cerné uniquement à partir de la notion du littoral. Dans la mesure où il dépasse le cadre de cet espace, alors d'autres notions voisines permettent également de percevoir l'étendue de cet environnement côtier. Je parle de la zone côtière. Mais c'est pratiquement la même chose. Oui. C'est par rapport au plateau, la zone côtière de la Côte d'Ivoire. Bon, dans
dans la documentation, ça Ouais. a été dit qu'on a 500 km. Oui. On a 650 km encore combien ça, du littoral, donc de l'est vers l'ouest. Oui. Et puis la partie mer, on a une partie mer qui appartient à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai regardé pour certains pays, c'est grand pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, je prends le cas du Nigeria, leur Plateau continental. Plateau continental est plus grand que la métropole. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour dire qu'on a tel kilomètre. Alors, voilà. En fait, ce n'est pas le plateau continental lui-même, il n'est pas, il est naturel. Il est naturel, le plateau continental est naturel. Mais c'est plutôt la zone économique exclusive qui change. Voilà, c'est du cette zone-là. Voilà, la zone économique en fait exclusive qui change. Et cette zone économique exclusive, en fait, est liée à plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. Et cette zone, en fait, elle est un peu proportionnée en fait au plateau continental. Je vais présenter, est-ce que je vais voir et quelque chose. Si. Et voilà, on va commencer. Image. Ici, bien. Voilà. Merci. Je cherche toujours facile. Voilà, alors ça là, je vais sortir ici. Je vais afficher ça. Voilà. Alors, vous voyez ici, voici notre plateau continental. Ici. Quand on a ici, par exemple, vous voyez que la pente est douce. On quitte là, on vient. Au fur et à mesure, ça descend. Donc, la pente devient abrupte.
Donc, le plateau continental, il est là. Il est mince à l'ouest et un peu large à l'est. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que les gens ont fait? Voilà. Et comme, vous voyez qu'ici, le Ghana est en dessous, le Ghana est ici. La Côte d'Ivoire est là et le Ghana est en dessous. Donc, voici comment les gens ont fait pour pouvoir passer. Alors, je vais présenter un truc. Voilà. Vous voyez comment ils ont tracé? Comme le Ghana est en dessous, il est connecté. Est-ce qu'il ne voit pas? Donc, tu vois. Bonjour, Kofigo. Bonjour, monsieur. Comment? Tu vois bien? Oui, je vois bien. Ok, d'accord. Donc, vous voyez ici, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana rentre aussi la Côte d'Ivoire, l'image de droite là, vous voyez qu'on va tracer notre limite de notre zone économique exclusive selon cette partie du Ghana. Donc, ça va réduire notre zone économique exclusive. Et le Ghana sera plus large, puisque le Ghana, ils vont faire comme ça, et pour nous, ça sera mince. Mais il y a plusieurs paramètres, en fait, qui entrent en ligne de compte. Plusieurs paramètres. Il y a la bathymétrie, il y a la topo, il y a la géodésie. Il faut prendre en compte ça. Ici, par exemple, une parenthèse, il y a eu une découverte de gisement de pétrole. Et ça a causé un problème diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils ont envoyé l'affaire devant l'organisation maritime de l'ONU. Et chacun doit pouvoir apporter des preuves que cette partie-là appartient à dans une exclusive. Donc, en tout cas, encore d'avoir commencé à venir au Safian, et on avait commencé à travailler avant, sur la mesure avec le BNEC, parce que le BNEC est chargé dans tout ce qui est la géodésie à Abidjan, et disons en Côte d'Ivoire. On a commencé à travailler. Le Ghana aussi avait commencé à travailler. Et puis la crise arrive, c'est 2010. Donc, ils ont laissé tomber. Mais le Ghana continue à travailler, puisque la Côte d'Ivoire, la crise, c'est plus parce qu'ils ont laissé. Puisque, attends, chacun s'échec là. Le Ghana a continué à travailler. Le Ghana a mobilisé près de 50 d'experts. La Côte d'Ivoire, c'est quoi une dizaine d'experts. Le Ghana, puisque le Ghana a eu le temps de préparer un dossier en béton devant la commission de l'organisation maritime, ils ont porté le cabinet. Donc, ils ont fait un redécoupage. Là, c'est un ancien, c'est maintenant c'est comme ça. Ils ont fait un redécoupage de notre zone économique exclusive. Donc, cette partie-là, cette manne pétrolière-là, c'est le Ghana. Et ça fait partie, en fait, ça fait que les Ghana rentrent pratiquement, si les Ghana est exploité, rentrent dans l'OPEP. L'organisation des pays exploitateurs du pétrole. Parce que c'est un grand jugement. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour, n'est-ce pas, définir un plateau continental. Bon, c'est vrai, surtout la zone économique exclusive. Ils ont demandé aux pays maintenant de pouvoir prendre des dispositions pour augmenter, s'ils veulent, la zone économique exclusive. Mais pas élargir, mais avancer, si vous avez moyen. Voilà. Sinon, la zone économique exclusive fait 200 miles de la côte
jusqu'au large, 200 miles. Donc, vous multipliez par 1,852 km. Donc, ça fait autour de 400 km. 400 km. 1,852 km. Un mile, ça fait 1,852. Donc, c'est 200. En fait, la zone économique exclusive, ZEE fait à peu près 200 miles. Donc, vous voyez que mais pas le nombre de près de 400 km. Alors, on continue. Alors, et comme on sait que la notion donc de littoral seul, pour eux, pour la communauté internationale, ne suffit pas en fait pour donner ce caractère spécifique de la zone côtière là à un endroit. Donc, il faut vraiment lui donner une autre notion, qui est la notion encore de la zone côtière. Et cette notion est sortie, a été prononcée pour la première fois en 1992 à la réunion de Rio de Janeiro. Donc, si je crois qu'il y a une réunion, une conférence de Rio qui a consacré en fait la gestion de la zone côtière et ainsi que tout ce qui est sa protection, ainsi de suite. La première fois, les gens parlaient donc de zone côtière et de sa gestion. Donc, à la conférence de Rio de 1992. Alors, et au cours donc de cette conférence-là, ils ont adopté donc un programme qu'on appelle le programme Action 21, et si l'environnement, il consacre en fait une attention particulière aux zones côtières. Et au titre même du chapitre 17, par exemple, on parle explicitement de la protection des zones côtières qui contiennent des habitats productifs d'une grande diversité importante pour les établissements humains, ainsi que pour le développement et la subsistance des populations locales. Parce qu'il faut se dire quoi? Que la population locale, il y a les populations, les communautés, les villages qui sont là et qui ne vivent, qui ne dépendent que des substances qui viennent en fait de ces zones-là. Donc, il faut tenir compte aussi de leur vie pour la gestion. Alors, la définition donc des zones côtières est d'ailleurs encore souvent passée sous silence. C'est la question. Jusqu'à ce que on passe à la COP 15 à Paris, la COP en fait qui est liée au changement climatique, où vraiment on a dit il faudrait maintenant qu'on prenne en compte ces zones-là, qui fait partie des zones vulnérables. Puisqu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a des îles qui sont en train d'être submergées. Les îles qui sont en train d'être submergées. Donc, ces îles-là, ces populations sont venues se plaindre pour dire que les activités en fait humaines, puisque il y a une élévation du niveau de la mer qui est liée en fait quoi à la fonte des glaces. Ce n'est pas les glaces qui sont dans l'eau, hein, mais les glaces qui sont sur les montagnes, par exemple, qui fondent et qui viennent augmenter le volume d'eau. Donc, quand ces glaces fondent, vous voyez que ça augmente le niveau d'eau. Donc, du coup, ces pays qui sont des îles là commencent à être submergés. Donc, si vous voyez, c'est plein dans la réunion, à la COP 15 de Paris, vous dites donc que l'activité des pays développés là, en fait, en train de créer des désagréments, il faudrait qu'on prenne en compte aussi, voilà, pour leur résilience, adaptation, ainsi de suite, tout ça. C'est en ce moment, ils se sont rendus compte que là, il faut faire attention en fait à la zone côtière parce qu'il y a des pays qui risquent de mourir, qui n'ont pas de grands moyens, mais qui risquent de disparaître. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, que Abidjan que vous connaissez, la zone côtière que vous connaissez plus ou moins, pour montrer combien cette zone-là est très importante. Voilà. Donc, cette zone, elle est non seulement convoitée, elle est attractive, on voit qu'elle est, si vous voulez, propice à tout ce qui est échange, puisque
les échanges en fait commerciaux qui se font le plus souvent par bateau. Par bateau. Et donc, vous voyez que c'est vraiment ce qui fait que en fait, ces zones-là sont vraiment poussées. C'est les villes, par exemple, qui sont dans ces zones-là sont les plus peuplées au monde. Sont les plus peuplées au monde. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 30% de la population qui vit dans une zone côtière. Une petite bande, 30%, ça veut dire qu'un tiers de la population vit dans cette zone. Et ça continue encore de venir, à descendre. Pas forcément les Ivoiriens, mais ceux qui sont au Mali, qui sont comme au Burkina, ils descendent. Non. C'est aussi qui fait que si la population est le plus polluée du monde, il fait qu'il y a beaucoup. Oui, mais justement, en fait, la présence de l'homme, en fait, puisque l'homme, là où il se trouve, va produire des déchets. Et si on ne planifie pas, si on ne jette pas bien les déchets, vous voyez qu'à un moment donné, on est débordé. Les déchets vont se trouver où? Dans les caniveaux, dans les fleuves, dans la mer, dans les lagunes. Actuellement, c'est le problème en fait qu'on a à Abidjan. La lagune de Briey n'arrive plus, on n'a pas pu en fait emboîter le pas, on n'a pas pu suivre le rythme de l'évolution d'Abidjan. Donc du coup, Abidjan s'est retrouvé, Abidjan avant la paix des lagunes, c'est vraiment Abidjan avec la propriété. Maintenant là, quand vous allez pêcher dans la lagune, ce n'est plus les poissons que vous pêchez, mais c'est plutôt les sachets que vous pêchez. Et non seulement les sachets, mais ça fait que vous voyez qu'il y a un étouffement dans la lagune. C'est-à-dire que la boue a pris le dessus. La boue a pris le dessus. Donc il y a plus de boue que, disons, si vous voulez, la profondeur n'est pas aussi grande. Donc ça fait que quand c'est pas grand, les poissons ne peuvent pas vivre. Donc du coup, il y a les odeurs, en fait, nauséabondes. Ça peut m'aider, j'ai une réunion au cabinet du ministre de l'Environnement par rapport à ça. Les odeurs, en fait, que nous avons. Et regardez au niveau de la corniche. On passe là, cette odeur-là, voilà, qui ne finit pas. Malgré ce qu'on fait là-bas, mais il y a toujours une odeur. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a déjà des choses qui ont été faites depuis longtemps qui sont enfouies dans le sol. Enfouies dans le sol qui sont là. Et c'est ce problème en fait qui se produit au niveau d'Abi. Quand il y a des périodes où il y a des remontées, on appelle la poêline, donc la Guinée qui remonte, donc ça fait ressortir tout ce qui est en dessous qui remonte. Donc du coup, ces odeurs qui apparaissent. Donc, il faut régler ce problème. Ça fait combien d'années qu'on essaie de régler ce problème? Il y a toujours deux. Avant, vous savez que Blonde était là-bas. C'était Blonde. C'était là où se trouvait la prison. Donc, ils ont déversé directement dans la lagune. Donc, au fur et à mesure, avec des années, vous voyez que ça s'entassait, entassé jusqu'à naturellement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment racler, enlever tout ce qui est beau à l'intérieur. Mais si on enlève ça, c'est qu'on va augmenter la profondeur de la lagune. Et là, c'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça, je ne sais pas. Aucune idée, je ne sais pas. On dit de venir en parler, je ne sais pas de quoi on va parler. Voilà. C'est vraiment compliqué à gérer si, en fait, le développement de la ville n'a pas été fait en tenant compte de ce que nous produisons comme déchets, comme choses. Bon, à un moment donné, on est débordé. Et c'est ce qui est arrivé à Abidjan. Monsieur, mais l'une des solutions, là, c'est de développer plus les villes de l'intérieur pour accueillir. Mais justement, c'est ce qu'on a proposé, c'est de faire des villes. On a fait dans le cadre de la loi qui a été votée en 2017 sur l'aménagement, sur la protection, l'aménagement, la gestion intégrée du littoral. On a dit qu'il faut, on a donné deux scénarios. Il y a un scénario tendanciel et un scénario intelligent. Le scénario tendanciel dit quoi? On garde Abidjan et San Pedro, dont les développements sont liés au port, et puis on continue des villes comme ça. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les deux villes là. On sait que les développements sont liés au port. Et puis,
on se tourne vers les villes secondaires. On sait donc qu'on fait en sorte que ces villes secondaires puissent avoir aussi les infrastructures nécessaires pour permettre aux gens de ne pas venir soit à Abidjan, soit à Jean-Bédot de rester là-bas. C'est comme ça qu'on a réfléchi. Et à partir donc de ça, on a fait sortir un plan d'action pour permettre aux gens de dire, bon, pour maintenir vos villes, San Pedro, Sassandra par exemple, Fresco et autres, là, voilà les activités qu'il faut mener pour les maintenir là. C'est ce qu'il faut faire, ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, pour pouvoir mettre en œuvre, pour les moyens, un plan d'action, un plan d'aménagement demande des moyens, ça mise en œuvre. Bon. On a soumis un décret pour approuver ce plan. On attend qu'il soit approuvé. Sinon, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de développer les autres pays, les autres villes. Développer ces autres villes-là pour permettre aux gens de ne pas chaque fois vouloir forcément venir à Abidjan ou bien aller à San Pedro où ils se disent qu'on peut avoir. Non, il faut les développer. Une fois que c'est développé, mais les gens vont rester chez eux. Et ils vont commencer à développer aussi, à mettre des activités au fur et à mesure. Mais tant qu'on ne fera pas ça et qu'on mettra l'accent sur Abidjan, 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 San Pedro où il y a les ports, on sera tout déstabilisé. Abuja, par exemple, je dis Abuja, le Nigeria. Le Nigeria a déplacé carrément sa capitale, Lagos, à Abuja. Et ils ont très bien fait. Ils ont carrément, c'est-à-dire que tout ce qui est administration s'est déplacé vers Abuja. Ils ont réussi. Ils ont laissé Lagos. La plupart des grands PDB, les capitales même sont. Oui, voilà, sont à l'intérieur. Oui, parce que, en fait, quand tu envoies à la capitale, par exemple, disons, à l'entrée, disons, en bordure des choses, ça fait que tout le monde, en fait, descend. Et donc, ça surcharge. Mais tu vois, les Occidentaux, ils ont compris. Tu vois, dans telle ville, tu vois que tu trouves pratiquement la même chose comme si tu étais dans une ville. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas. Il peut y avoir des différences, hein, des choses. Par exemple, des plus grands magasins qu'il y a à Paris, tu n'as pas à Lyon. Mais à Lyon, tout ce qu'il y a comme infrastructure, ça veut dire que tu n'as pas à envier à celui qui est à Paris. Vous à Lyon, et puis bon, voilà. L'université, tout ce qu'il faut, c'est tout. Mais c'est à nous de comprendre qu'il faut une planification. Parce que nous, Africains, on est un peu déstabilisé par notre manière de fonctionner. On fonctionne comme ça, sans se rendre compte que tout est planification. On n'a jamais planifié. Regardez nos caniveaux. On est débordé. Il pleut beaucoup. Mais on fait des petits caniveaux, sachant que, mais, à un moment donné, la population va augmenter. Donc, pour pouvoir planifier, il faut faire des grands caniveaux, mais fermés. Des caniveaux fermés. Des caniveaux, pas caniveaux grands ouverts comme ça, les pluies ont emporté tout le monde. Hein. Des caniveaux grands, mais en général, les blancs, les caniveaux sont souterrains. C'est souterrain. Les caniveaux, sachant qu'il pleut beaucoup, il faut dimensionner les choses par rapport d'abord au fait que la population va augmenter. Mais on n'a jamais pensé à ça. Et puis à chaque fois, ils sont obligés de casser, faire casser des choses, penser dessus, tout ça. Nettoyage, il faut vraiment faire. Mais tu sais, on voit toutes les autres, même la côtière derrière nous, qui va Jacquesville, là, ils sont en train d'aménager. Et puis ils sont en train de faire l'axe aussi de Éclair jusqu'à ce sable, faire le troisième point. Les caniveaux aussi sont même chose, les petits caniveaux. Ils font des petits caniveaux. On sait avec le temps, déjà. Une fois qu'il pleut, qu'il y a le sable, c'est fini. L'eau va sortir du caniveau et envahir la route. Voilà. Parce que quand on construit, on est dans la zone côtière. Et c'est ce qu'il disait au début. Il y a un journaliste qui m'a appelé quand il a eu l'inondation à Bassam. Tout de moment là où les gens de Bassam ont commencé à crier pour dire qu'il y a l'eau qui sortait du sol. Il m'a demandé, mais pourquoi il y a Bassam est sinistré par rapport. Il dit, mais ouais, c'est vrai que Bassam, c'est ce qu'on voit. Mais toute la zone côtière, Abidjan, c'est la même chose. On n'est pas, il y a la lagune, il y a la mer, la nappe phréatique n'est pas loin. S'il pleut beaucoup, une fois que le niveau d'eau de la nappe phréatique est saturé, qu'est-ce qui va se passer? Ça remonte, tout le monde est d'eau.
C'est ce qui se passe. Donc, ne sois pas étonné des choses. C'est ça. C'est pas magie. On a construit n'importe comment, il n'y a pas de viabilisation, il n'y a pas de choses d'urbanisation, on construit n'importe où, dans les zones où il ne faut pas construire, ainsi de suite. Et puis vous pensez que les choses vont s'arranger. Non. Il faudrait qu'on soit un peu discipliné dans ce qu'on fait. Il faudrait qu'on sache que si, avec la nature, si on se fout dans la nature, en tout cas, c'est fou de nous. Et c'est nous qui avons peine. Et la nature cherche toujours son endroit. L'eau cherche toujours un endroit où passer. Donc, si nous, on bloque, disons, la route, l'eau va chercher là où il faut. Il faudrait que l'eau casse ta maison pour sortir par la chose. En fait, ce qui se passe. Les endroits où il ne faut pas construire, les gens construisent. On donne l'autorisation aux gens pour faire des, qu'on appelle ça, des choses. Des remblais, même ça, c'est des choses, en fait, normalement, tu dois pas. Il y a des tests qui disent qu'on ne le fait pas. Mais les gens le font. Au vu, au-dessus de tous. C'est ça le problème. Sur les zones qui sont des zones à risque, on fait des lotissements, on fait des opérations immobilières, et puis bon, on est là, rien du tout. Il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas d'humanisation, il n'y a pas de choses, rien du tout, on est là. Mais quand tu vas pleuvoir, l'eau, à un moment donné, l'eau va chercher son passager. Donc, il faudrait qu'on soit, faudrait pas qu'on soit étonné que la zone côtière fasse l'objet, comme on dit, si vous voulez, la zone côtière soit sous l'eau. Oui, ça sous l'eau, tout le temps. Quand on va pleuvoir, ça touche comme ça. La semaine dernière, on dit, la cause à pleuvoir, il y a 30 morts. 30 morts. Et inondation aussi à Atlantique. Oui, 30 morts. C'est vrai que sans compter les disparus. Et là, ça va continuer comme ça. Est-ce qu'on peut refaire nos canalisations? Et c'est possible actuellement de les refaire comme les égouts de Paris, les grands égouts, que l'eau soit bien dégradée, monsieur. Nos canalisations avec les routes. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit que les Ivoiriens sont des gens, en fait, qui ne reçoivent pas les tests. On prend les tests, on ne les reçoit pas du tout. Comment toi comprendre qu'on dit ici, là, c'est là où l'eau passe? Ça finit aussi. C'est un l'autre qui avait commencé à faire son travail. Elle a enlevé tout, mais bon. Elle a enlevé, mais bon. À un moment donné, il fallait que ce moment, on va dire, oh, pas enlever ça aussi. Oui, mais c'est comme ça. Sinon, c'est tellement normal. Elle cassait, mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle domaine public. Domaine public, vous construisez sur des zones où il ne faut pas construire. Donc, on casse. On casse. C'est ce qu'elle a commencé à faire. Bon, avec ça, ça n'a pas réglé le problème. En fait, on a l'impression que les gens sont encore sur des zones, en fait, voilà, ils sont encore là. Ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de construire à Abidjan maintenant. Il faut construire les zones villes pour que les gens puissent partir. Et quand on construit, il doit y avoir les règles. Regardez, il y a construit des cités. En se disant que dans quelle partie de la cité, c'est les duplex. Quelle partie, c'est les maisons basses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une maison basse là. Quelqu'un va sortir immeuble. Quelqu'un. Mais ça, c'est ça même qui ne s'est pas de notre cité là. Ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un. Il y a des immeubles même dans la cité. Oh, c'est pas possible. Des maisons basses. Parce que quand on fait la canalisation, on tient compte de tout ça. Ceux qui sont il y a même un duplex là même, je me rappelle bien qu'il y a une cité des doyens, on en avait Chafi. Quand les gens ont acheté, ils sont d'accord sur des duplex. Donc, si vous voulez, R+1. Il y a un gars qui vient, qui dit non, que lui veut faire mieux. R+, je ne sais pas combien là. Toute la population, tous les riverains l'ont envoyé en justice. Et ils ont montré par A+B que quand ils sont venus, ils ont acheté les maisons, on leur a dit ici, ce que tu as acheté là, c'est comme ça que ça va être. Jésus lui a dit d'arrêter. Il a arrêté.
Donc il a arrêté. On dit non, ici, là, tous les étages sont au même niveau. Les duplex sont au même niveau. Ceux qui sont maison basse, là, au même niveau. Donc, on ne peut pas venir modifier le quartier, de quoi que ce soit. Il a arrêté. C'est parce que je dis les Ivoiriens, là, on s'en fout, on ne respecte rien du tout. Les gens modifient les quartiers, il faut n'importe quoi. Tu es à côté des maisons, mais quand tu fais R+4, 5 là, tu balais à tous ceux qui sont autour de toi. Monsieur, nous, dans la cité, quand on est arrivé en 2003, devant nos cités, il y a un caniveau. Le caniveau ne s'était jamais bougé, mais après la crise de 2010, les gens sont construits des immeubles, les gens ont modifié. Le caniveau a commencé à se bouger. Oui, mais ça, non, mais non, c'est pas, ça ne peut pas tenir. Je comprends. Ça ne peut pas tenir. Ils ont modifié tout ça. Ça ne peut pas tenir, parce qu'on ne respecte rien du tout. Les pays occidentaux, et c'est ça que j'ai dit, avant de même modifier, c'est-à-dire que tu as une maison basse, tu fais une fenêtre, les gens vont prendre des autorisations, soit à la sous-préfecture ou bien à la mairie, pour pouvoir le faire. Parce qu'on s'est dit que, en ouvrant ici, tu vas donc dévier la trajectoire quoi, du vent. Donc, il faut demander de l'autorisation. Les gens vont regarder, est-ce que ce que tu vas faire ne va pas impacter les voisins avant de donner l'autorisation? Mais chez nous, on s'en fout. C'est dans la tête des gens, ça se passe. Et dans notre tête, ça se passe. Parce qu'on fait les choses sans tenir compte du voisin. On s'en fout, c'est moi. Si j'ai fait pour moi, je m'en fous, on le reste là, il ne va pas se débrouiller. Non. Il y a les règles, en fait, d'urbanisation. Donc, il ne faudrait pas que les gens se lèvent comme ça pour faire n'importe quoi. Et après, quand ils ont des problèmes, ils vont se lever à l'État. On dit, oh, on a des problèmes, tout ça, il faut nous aider. Vous connaissez le quartier Washington? Oui, oui. En bas du lycée technique, là. Il a été déguerpi. Ils ont construit les maisons pour y aller à bout. Ils ont mis, ils ont vendu, ont mis à l'occasion, et ils sont venus s'asseoir encore. Et c'est ça. Depuis, on construit une maison pour toi, pour l'occasion, ou tu vas et puis tu viens d'asseoir encore. Non, mais c'est ça, les choses, à un moment donné, il faut taper dur. Il faut taper dur. C'est ce que Roland a fait au Ghana. Actuellement, là. Et quand tu vas au Ghana, tu ne vas pas voir Audi Patel. Il a créé les conditions pour que les gens soient là. Comme ça, il a pris des risques. Des risques. Je pense qu'à un moment donné, il faut taper. Si on veut vraiment aller au-delà de se développer, il faut taper dur. Sinon, les gens s'en foutent de tous les tests, les lois qu'on met, ils s'en foutent. Parce qu'il n'y a pas de représailles, il n'y a rien du tout. Ils s'en foutent. Il faut qu'on tape dur. Les élèves qui tombent partout, ils font. Attends. Il y a tellement de choses que vraiment qu'il faut faire. Alors, la zone côtière ivoirienne, donc, c'est ce que je disais, avec les deux ports qui sont les poumons en fait de l'économie avec 90% des recettes douanières. 90% des recettes douanières, comprenez quelque chose. C'est-à-dire que la zone côtière, même moi, fait vivre le pays, l'économie. 90% des recettes douanières. Voici comment se présente la diversité du paysage, des paysages donc, littoraux de la zone côtière. Ouais. Quand on va à partir de San Pedro, disons, quand on est à Tabou jusqu'à Sandra, on est dans la partie rocheuse. La partie rocheuse. Et puis, après Sandra jusqu'à la frontière avec le Ghana, à Sini, la partie sableuse. Donc, c'est la côte basse, stable. C'est à peu près 300 km de lagune. Dans la lagune, de toute façon, je m'en fais 300 km. 300 km. Donc, on a vraiment des fleuves. Tous les fleuves, en fait, on a deux fleuves, en fait, qui débouchent directement dans l'eau. Il y a deux fleuves qui débouchent directement. Il y a un troisième qui va déboucher directement aussi parce que Komoué débouchait, mais c'était dévié. Maintenant, avec l'ouverture qui est en train d'être faite. Donc, Komoué va donc, il y a Komoué, il y a, on appelle ça,
Sassandra, et puis il y a Cavalli, qui déverse directement dans l'océan. Le Banama, par exemple, se déverse dans la lagune. À Gambassa, les choses à Grand Laou, se déverse dans la lagune, chaque jour, avant donc de descendre donc dans l'océan. Alors, ça, c'est la limite hein, en noir, on appelle ça en rouge là, c'est le nom du plateau continental, 120 mètres de profondeur. Après ça, on chute, on s'en veut, ça fait que la pente tombe 120 mètres de profondeur. Donc, ce qui est en bleu là, c'est la limite en fait de la zone côtière. En bleu, c'est la limite en fait de la zone côtière. C'est ça, vous voyez, non? C'est un peu, c'est épouse un peu le bassin sédimentaire. Le bassin sédimentaire, il va venir, il va donc s'arrêter quelque part là, peut-être à San Pedro, quelque part, à Sassandra, pardon. Mais ici, on a pris en compte aussi la côtière, la voie. Et puis bon, mais en réalité, il faut prendre en compte les communes, il faut aller au-delà. Parce que tout ce qui se passe en amont, il n'est pas sur la zone côtière. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà. On ne s'est pas aussi limité au niveau du plateau continental, mais on a pris de la côte jusqu'au en fait, dans l'océan, disons au large, on a pris jusqu'à 24 mailles. Donc 24 mailles multiplié par 1,850 choses, ça veut faire à peu près 47 km. Voilà, de la côte jusqu'au large, donc 45 km, c'est la partie mer donc, de littoral. Donc, ça dépasse le plateau continental. On a parlé donc des menaces déjà. Ici, on a les stations, en fait, les menaces anthropiques avec les stations de sable, de plage, ça c'est à San Pedro. À San Pedro. Et on est allé à San Pedro. Maintenant, la partie qui fait le plus des stations, c'est vrai, il y a la lagune d'Ibo, mais il y a la lagune San Pedro, qui actuellement, à l'embouchure de la lagune San Pedro, est en train de faire l'objet d'extraction. Il y a un certain d'extrait. Et je pense que c'était une erreur que l'autorité portuaire aurait à faire. Parce qu'ils ont dit quoi? Que le sédiment de sable, en fait, les empêche de pouvoir mener de l'activité. Donc, il fallait diminuer le volume de sable. Voilà. On va demander aux gens de venir extraire. Et je lui ai dit, mais quand vous avez demandé à ces personnes de venir extraire, est-ce que vous avez demandé la quantité de sédiment? Non. Bon, pas trop de voir. C'est une activité permanente. Effectivement, l'activité est là. Ils sont en extraire. Parce que là, ça accentue quoi? L'érosion. Puisque l'érosion, c'est une distribution en fait des segments. La même prend le segment de l'endroit, il l'amène de l'autre côté, il prend un endroit, il vient distribuer. C'est un peu effet. Mais quand il se rend compte qu'il n'y a pas de segments, la quantité qu'elle apporte ne suffit pas. Donc, au fur et à mesure, quand la mer avance, vous voyez que ça fait érosion. Mais quand c'est elle-même qui doit distribuer les segments, c'est facile. Je prends des quantités là, elle prend des quantités ici, elle devait de l'autre côté, au fur et à mesure. Mais quand la quantité qu'elle a déposée est enlevée, qu'elle apporte n'est plus suffisante en fait pour pouvoir donc régler le problème. Voilà, pour, si vous voulez, pour pouvoir en fait compenser ce qu'elle a pris pour envoyer ailleurs. Donc, du coup, d'événement en événement, ça se tue. Donc, c'est ça le problème. Ici, c'est là pendant ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Rien. Tout ce qui est colonial, hein, les maisons coloniales, dans là où il n'existe plus, tout est parti. Tout est parti. Ça, c'est au niveau encore de l'Abidjan, au niveau de Port-Boué, là, c'est au niveau de la Syrie. Non, là, c'est Port-Boué aussi. Là, c'est Port-Boué. Avant, à Doufou, il jusqu'à la route. Où les gens, c'est pas, en fait, on essaie dans Gambili, là. Alors, le port, là, toute la route à Gambili, là, c'était à Doufou. Tous les quartiers étaient là-bas. Une grande partie, quel village était là-bas. Quand on dit village là, village, tout. En 2011, il y a eu un raz de marée, donc l'État a décidé de piger. Donc, il y a eu vraiment un raz de marée où vraiment les maisons sont tombées à l'eau. Alors, ça c'était en introduction. Donc, on a vu vraiment les menaces. Pourquoi? Quelle est l'importance en fait de la zone côtière avec tout ce que nous avons, la biodiversité, le fait qu'il y ait donc des industries, le fait que ce soit une zone utilisée donc au niveau touristique. Vraiment, il y a beaucoup d'activités touristiques, activités économiques qui se déroulent dans cette zone, mais en même temps qu'on mène des activités, en même temps que cette zone est menacée. Voilà, ça veut dire qu'on met à mal en fait cette zone, avec tout ce qui est exploitation donc des sables, tout ça. Doubler donc en fait des effets donc, de changement climatique et tout ça. Alors, donc comme on sait que cette zone est vulnérable, il faut c'est pas, gérer cette zone de façon durable. Pour la gérer, il faut d'abord comprendre cette zone et puis ensuite mettre en place une stratégie pour donc la gérer. Mais avant donc, de parler donc de ça, on va voir la définition. Hein? On avait donné déjà une définition que la loi française donc le dit, mais il y a certaines définitions sur la gestion que nous allons voir. Alors, la zone côtière est définie de manière générique comme un espace spécifiquement riche, vulnérable et complexe. Qu'elle est siège de fortes concentrations humaines, où interviennent des événements météo, marins, parfois paradoxaux. On ne comprend même pas ce phénomène. Donc, c'est vraiment une zone qui est riche, qui est vulnérable, qui est complexe. Qu'elle est siège de fortes concentrations humaines, et où interviennent des événements météo, marins. C'est un peu en fait la définition que la loi sur l'aménagement, la protection, la gestion des lignes de droit, donc la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une zone qui est riche, hein, vulnérable, complexe, siège de forte concentration humaine et où interviennent les éléments météo marins. Tous ces éléments en fait une zone de risque potentiel, d'origine anthropique et ou naturelle. Alors, pour gérer cette zone-là, gérer cette zone va consister à maintenir ou améliorer globalement l'état du système dans la perspective de l'entretien des ressources renouvelables et du développement durable des sociétés humaines. Ça, c'est la notion de gérer. Gérer, donc, c'est l'environnement côtier va consister à maintenir ou améliorer globalement l'état du système dans la perspective de l'entretien des ressources renouvelables et du développement durable des sociétés humaines. Cette gestion, donc, la zone côtière va impliquer la mise en place d'un processus en vue de la protection et du développement des systèmes et des ressources côtières. On va faire intervenir quoi? La gouvernance, la science, et puis l'intérêt public et politique. C'est vraiment un point de faire. Au début, on en a discuté, on en a parlé. La gestion intégrée de la zone côtière n'échappe pas à la règle. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire une gestion. Pour pouvoir donc arriver à faire une gestion, une bonne gestion, une bonne gestion, une bonne gestion, qui ne sont pas bonnes du tout. Il faut réunir autour d'un même projet de développement durable des acteurs aux intérêts divergents.
on a dit tout à l'heure que dans la zone côtière, il y a plusieurs structures qui ont des intérêts. Chacun a son intérêt. Mais il faut arriver à les mettre ensemble autour d'une table pour qu'ils comprennent que l'activité de l'un peut nuire à l'autre. Mais si on s'entend, on peut arriver à fonctionner bien pour permettre une bonne gestion de la zone. La zone que nous exploitons tous. C'est ça l'intérêt commun, c'est qu'on ait une bonne gestion de la zone. Mais on a des intérêts divergents. Mais l'objectif, c'est d'avoir une bonne gestion de la zone. C'est comme ça qu'il faut amener les gens à comprendre. Sinon, s'ils ne comprennent pas pourquoi on va s'asseoir ensemble, mais, à un moment donné, comme on dit en africain, personne ne fait rien. Tout le monde va vouloir tout faire. Maladie, personne ne fait rien. Voilà. On dit non, c'est l'un qui fait telle chose, c'est Koulibaly qui fait ça. Mais en réalité, personne ne fait ce qui est nécessaire. Donc, il faut permettre aux gens d'être ensemble. Même si on a des idées, on a des choses, des principes différents. C'est ce qui fait en fait la spécificité en fait d'une bonne gestion. On est différents, mais on a le même objectif. Vous êtes d'accord? On est différents, mais on doit avoir la même vision. Même vision. Alors, et qui considère la zone côtière comme l'interface entre la terre et la mer, mais facile et vulnérable. Alors, donc, on a les entreprises, les institutions, les universités, les institutions de recherche, on a les acteurs privés, populations locales, associations, ONG, ainsi de suite. Donc, vous voyez que tous ceux, les villageois, les collectivités côtières, on a les privés, on a les ONG, les universités, tout le monde est cherché, tout le monde doit se réunir pour réfléchir à une gestion publique. On voit comment, pourquoi les chercheurs sont importants dans la gestion publique. Il y a des choses, en fait, il y a des activités que les chercheurs doivent, en fait, mettre à la disposition des décideurs. Et c'est en cela qu'intervient, en fait, le géomaticien. Moi, son rôle, c'est quoi? C'est de prendre plusieurs, il y a plusieurs acteurs. C'est la même chose la géométrie. La géométrie, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir montrer, ou bien permettre aux gens de prendre des décisions, tu as en face de toi plusieurs paramètres. C'est la même chose. Avec ces paramètres, tu sors les éléments nécessaires pour que quelqu'un puisse prendre des décisions. C'est la même chose. Pour sortir une gestion, il faudrait nous mettre ensemble pour avoir le même objectif, sachant qu'on a des priorités d'intérêt divergents. Alors, le principe de la gestion intégrée de la zone côtière, c'est la question m'arrêter, hein? Kobibi. Kobibi. Oui, monsieur. Voilà, s'il y a des questions, tu m'arrêtes, hein? Bien sûr, monsieur. Effectivement, on va stopper chaque filière parce qu'ils disent qu'en réalité, c'est vraiment 2 heures de temps pour le faire là. Plutôt que mettre en liste, c'est lourd. Ok, d'accord. Donc, on va faire ça, on finit ça, on va arrêter. On va reprendre. Alors, donc, le principe de la gestion intégrée dans la zone côtière, d'abord, il faut se dire que la gestion intégrée de la zone côtière, c'est une gouvernance. Hein. C'est une gouvernance. C'est une manière de conduire, en fait, le processus. Voilà, c'est une gouvernance qui entre, il y a plusieurs choses à l'intérieur, on va voir tout à l'heure. C'est d'abord comme j'ai dit au départ, c'est avoir un projet commun. Parce que si on n'a pas un projet commun, on ne peut pas se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Quelle est la vision que nous voulons dans la zone côtière? Une zone côtière qui soit gérée de façon durable, ainsi de suite. OK. Alors, quelles sont les personnes qu'on doit mettre autour de la table? D'abord, acteurs multiples. Ensuite, il faut passer à un partage. Le but, donc, c'est de partager un diagnostic. Le diagnostic, c'est que pour pouvoir, en fait, et c'est ça, souvent, moi, je porte un peu à nos
sécurité communale. Avant de dire je connais ma commune, je fais un diagnostic de la zone. Je veux gouverner ma commune. Il faudrait que je sache exactement les besoins, ce qui est là-bas. Donc, il faut faire un diagnostic. Ça veut dire que si vous voulez le tas initial, c'est là que les géomaticiens interviennent. Le tas initial, c'est-à-dire qu'il faut les paramètres, tout ce qu'il faut. Humain, les choses comme ça, végétation, occupation du sol, tout du sol, tout. Il dit, bon, à l'état initial, voilà ce qu'on a. Tu veux, c'est l'état 0, voilà ce qu'on a. Ensuite, définir les objectifs. OK, on a l'état 0. L'étape 0, en fait, nous donne les problèmes. Voilà ce qu'on a, le problème de évacuation d'eau, le problème de temps. Donc, on a fait un diagnostic. Le diagnostic, pour le temps de l'eau, c'est ressorti les problèmes qu'on a. Maintenant, on va donc définir les objectifs. Okay. Pour parler de l'évacuation d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous voulons avoir comme résultat? Nous voulons qu'il y ait quoi? C'est pas une bonne évacuation d'eau, des pluies, de quoi là. Alors, pour pouvoir avoir, c'est le résultat qu'on veut. Maintenant, pour pouvoir avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut revoir le dimensionnement des canaux. Il faut revoir augmenter le nombre des réseaux de drainage. Ça te permet toi d'avoir déjà un plan de développement en termes de mettre en place. Une fois qu'on a défini l'objectif, là, il faut conduire ce objectif. Une fois que tu as ça, tu es à l'aise, hein, tu sais ce que tu vas réaliser, tu as un plan d'action, ce que tu vas réaliser. Ton plan de développement est déjà calé avec les activités à mener pour atteindre tel objectif, ainsi de suite. Ce que tu fais, c'est de faire en sorte que toi, ton budget puisse te permettre de faire. Si tu n'arrives pas, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher le financement. Chercher le financement. On avait proposé en son temps, on avait demandé que tous ceux qui sont venus, sont maires ou quoi là, fassent au moins des formations. Au moins 1 à 2 semaines de leadership. Sur des choses en management. Donc, on apprend. On n'est pas forcément. Tout le monde n'est pas manager. Tout le monde n'est pas leader. On peut être leader, mais pas être manager. Les gens qui sont nés leaders, il a dit que derrière, ils attirent des personnes. Mais pas de manager. Tout simplement d'apprendre ça. Ça permettra en fait aux gens de pouvoir gérer bien leur communauté et leurs choses. Alors, donc le but, donc acteur, un projet. Ensuite, on réunit donc plusieurs acteurs on partage donc un diagnostic, puis on définit l'objectif, puis enfin, on conduit des actions. C'est pour ça qu'il faut penser en tout ce qui est gestion. Pas forcément gestion intégrée, mais tout projet de développement doit partir de là. De là. Si tu ne réunis pas autour d'une table les acteurs, quelle que soit ta bonne compréhension des choses, ne peux pas imposer ta moyen de faire à la population. Au départ, elle vient t'écouter. Et puis elle va se laisser sur là. Et c'est comme ça. Donc, si tu veux que ça fonctionne, c'est vraiment de les intégrer en fait dans ce que tu fais, de les écouter pour qu'elles-mêmes en fait trouvent des solutions. Parce que ce que la population va dire là, à l'intérieur, tu peux avoir des solutions en fait. Bon, ça, c'est tout ce que la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO a produit, donc 2 volumes, sur tout ce qui est guide méthodologique d'aide à la gestion intégrée, et puis ensuite un autre qui dans des hommes pour une gestion intégrée des zones côtières. Donc vous pouvez aller chercher, aller voir. Il y a beaucoup de choses sur la gestion des zones côtières. Parce que comme je l'ai dit là, ça fait maintenant. Ça a amené les gens vraiment à réfléchir, à penser et à faire une gestion encore
intégrante de l'NGO. Tu vois, en Côte d'Ivoire, on n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore. Ça, c'est vrai on commence vraiment, parce que la gestion de la zone côtière, comme il y a des bases, on va voir, il y a des bases, ça doit se poser déjà sur un cadre législatif et institutionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des tests et puis il faut avoir une institution qui va donc conduire. Tout à l'heure, on a dit quoi? S'il y a plusieurs acteurs, il faut un qui va coordonner. Qui va coordonner? La question. Donc, il faudrait que déjà, en amont, qu'il y ait un cadre législatif, un cadre institutionnel qui va donc piloter cette gestion du pays. Alors, comme je l'ai au départ, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça comme on va arrêter pour la chose. Réussir. C'est pas arrivé. Oui, c'est arrivé.